Que signifie pour vous le mot vacances? Quel rêve évoque-t-il? L'arrêt complet du travail. Pour moi, c'est une évasion, quelque chose qui rompt avec la monotonie. Nous partons en Espagne, comme d'habitude. Enfin, les vacances avec un grand V, comme on les voit habituellement, quoi. Le touriste veut tout voir, tout savoir. Ça ne nous aura pas échappé, nous n'avons jamais autant voyagé. Et il est de taille, le tourisme est à lui seul responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Nous montrons ce que tous les étrangers s'attendent à voir. Des riverains excédés, des visiteurs mécontents et des écosystèmes de plus en plus fragilisés. On entend parler de tourisme durable, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce tourisme-là, c'est pas drôle, c'est contraignant, faut aller à l'autre bout du monde, c'est cher, on s'ennuie. Avec les toilettes sèches à 300 mètres et un filet d'eau sous la douche, non merci. Comment sauver nos vacances sans ruiner la planète? Le verre à moitié plein est le podcast du tourisme durable qui vous emmène à la rencontre de voyageurs, d'explorateurs et de professionnels engagés. Bienvenue. Vous connaissez l'autostop. Tendre le pouce en bord de route dans l'attente qu'un automobiliste altruiste s'arrête et vous ouvre sa porte pour quelques kilomètres. Mais saviez-vous qu'il était possible de faire la même chose avec des bateaux? Ça s'appelle le bateau stop et c'est ce que je vous propose de découvrir dans l'épisode du jour. On a rendez-vous avec Enzo, un journaliste engagé qui a accepté de vous partager son expérience de transatlantique. De retour d'un long voyage en Amérique latine, Enzo cherchait un moyen plutôt décarboné de rentrer en France. Et s'il partageait un morceau de voilier avec un équipage déjà formé? À vrai dire, à son problème, il n'y a pas 36 000 solutions, c'est le bateau ou l'avion. Et vous vous doutez bien l'option qu'il a choisie. Alors en principe, après cet épisode, vous n'aurez qu'une envie, vaincre votre peur du mal de mer et vous lancer à l'aventure. Moi, du coup, je m'appelle Enzo Dubessé, j'ai 24 ans, je suis journaliste depuis 3 ans après avoir fait j'ai fait un master à Strasbourg et je me suis directement lancé, ou presque directement lancé, en tant que journaliste indépendant et je me suis spécialisé sur les thématiques environnementales. Ça faisait très longtemps, moi, que j'avais un projet de voyage qui date de mes études. C'était un projet, de faire un voyage au long cours, au moins, moi, je me voyais partir 1 an. Je ne savais pas trop la destination. Sauf que, évidemment, après mes études, j'avais pas d'argent, donc c'est pour ça que j'ai travaillé d'abord. Et il y a 1 an, du coup, j'avais réuni les fonds nécessaires, on va dire. Je suis parti avec ma compagne pendant 10 mois en Amérique du Sud. Ce voyage-là, on l'avait pensé. On voulait pas faire un truc, prendre l'avion tout le temps pour aller d'un site touristique à un autre, quoi. Elle aussi est journaliste, elle aussi parle d'environnement. On est tous les deux à rabâcher un peu dans nos articles que, il y a une urgence vitale à adapter nos modes de vie, à être de plus en plus décroissants sur plein d'aspects. Et donc, évidemment, prendre l'avion et aller traverser, faire les 4 coins de l'Amérique latine en avion, c'était pas trop c'était pas trop le projet. Et à cette époque-là, on réfléchissait à partir en bateau. C'était déjà une idée qu'on avait. En fait, c'est simple. Quand on se dit je veux pas prendre l'avion, il n'y a pas 50 000 alternatives quand on veut aller en Amérique. Et du coup, le bateau s'est un peu imposé comme l'idée. Ça a été une idée. Sauf qu'on n'était pas très bien renseignés, on ne savait pas trop. Et on s'est très vite rendu compte qu'en septembre, des bateaux qui partaient de l'Europe vers l'Amérique, il n'y en avait pas du tout. Ça n'existe pas à cette période pour des raisons météorologiques et tout. On y reviendra, je pense. Et donc là, on a pris un aller simple pour Cayenne. J'avais des amis en avion, donc. Et après, on a fait on a fait un tour d'Amérique latine, on va dire, essentiellement en faisant du stop et du bus. Et au moment de rentrer, parce qu'à un moment, il faut quand même rentrer, l'idée du bateau est revenue. On s'est dit, si on n'a pas pu le faire à l'aller, on va le faire au retour. Et c'est là qu'on a commencé à poster des annonces en disant, ça nous intéresserait de faire un trajet en bateau. Bon, on a vite fait une petite expérience, pas grand-chose. Mais on est hyper motivé pour apprendre et tout. On a fait des annonces sur différents groupes Facebook d'abord, sur un site spécialisé qui s'appelle la Bourse aux équipiers ensuite. Et au final, c'est un couple qui vivait en Martinique qui nous a dit nous, on est 2, on prévoit de rentrer en Europe justement à la période qui vous intéresse à peu près. Donc, nous, ça ne nous dérange pas d'avoir des débutants. Au contraire, on préfère parce que comme ça,
Ça évite quand on est des gens sur le bateau qui veulent tout contrôler et tout. C'est très bien d'avoir des débutants. Pour eux, en tout cas, c'était très bien. On les a rencontrés, ça s'est plutôt bien passé. On a un peu navigué ensemble. Et une semaine après, c'était le grand départ. On est parti de Saint-Martin, dans les Antilles, aux Açores. Et après des Açores, pour retourner en Europe, on a pris un second bateau. Là aussi, c'est reposer la question de l'avion, parce qu'on est arrivé aux Açores, on était un peu rincés quand même, un peu fatigués de la traversée. Le bateau avec qui on était au début, ils n'allaient pas là où on allait. On s'est dit, est-ce qu'on repart sur des démarches d'aller chercher un nouveau bateau et tout. Et au final, ça s'est fait super facilement. On a rencontré, en discutant pour le coup, là, c'était en discutant sur le port avec des Français. On s'est rendu compte qu'il y avait un couple de soixantenaires qui partaient le lendemain. Et eux aussi, ils voulaient des équipiers à bord. Et donc là, c'est comme ça qu'on a pris le second bateau. Si on veut faire du bateau stop, il y a 2 manières de s'y prendre. Soit avec des sites comme la Bourse aux équipiers, soit en allant directement dans les capitaineries et en allant discuter avec les gens directement. Ouais, alors en gros, ça c'est vraiment pour les voiliers, parce que nous, on a choisi de le faire en voilier, du coup, je précise, voilà, en catamaran, on a fait. Il y a d'autres façons de faire du bateau stop. En soi, le bateau stop, si on va un peu résumer, c'est tout bête, c'est vraiment comme faire du stop en voiture, sauf que là, tu montes sur un bateau. N'importe quel type de bateau, tu peux faire du bateau stop, théoriquement. Ça veut dire que tu peux faire du bateau stop sur des cargos. Ça, il y a plein de gens qui le font, il y a des témoignages. Et après, là, c'est à chacun son aventure. Il y a des gens qui vont se faire embaucher sur le cargo, donc ils vont être comme saisonniers. Ça veut dire aller faire la plonge, faire le nettoyage de bateau, et en échange, tu as la place gratuite. Il y a des gens qui vont... Alors là, est-ce que c'est encore du stop? La question se pose. Tu peux louer une cabine sur un cargo, c'est possible, ça se fait aussi. Il y a les compagnies maritimes le font. Ça, c'est très très cher. Ça, c'est des choses auxquelles nous, on a pensé au début quand on était dans notre premier projet de partir sans avion. On a un peu étudié tout. Moi, je me rappelle, j'ai envoyé des mails à des compagnies de cargo. Vous n'avez pas besoin de gens pour aller... Je sais pas, moi, j'ai dit un peu tout ce que je savais faire, c'est-à-dire pas grand-chose de technique. Je dis, voilà, on sait cuisiner, on peut garder les enfants. Ouais, c'est ça, on peut garder les enfants sur les trucs pas les cargos, du coup, c'était pour les ferries. Enfin bon, voilà, on a un peu exploré. Bon, on n'a pas eu trop de réponses. Je sais pas si on s'y est très bien pris, honnêtement. Et puis l'idée du voilier nous séduisait plus, donc on s'est quand même plus mobilisé sur les voiliers. Mais voilà, il faut savoir qu'il existe des alternatives, c'est pas juste le voilier. Est-ce que un cargo, du coup, c'est moins polluant que si on y va en avion quand même? Oui, il existe des comparateurs. Alors après, en termes d'émissions de CO2, oui, en fait, c'est compliqué, parce qu'il faut rapporter ça au nombre de personnes qui sont transportées, au nombre de marchandises qu'ils ont transportées, aux distances. Mais sinon, oui, globalement, les cargos restent moins polluants. Alors ça reste très polluant, mais ça reste moins polluant que l'avion. Et après, quand on fait du stop, c'est toujours la même chose. On peut se dire, bah là, de toute façon, le cargo, il y serait allé que de toute façon, quoi. Moi, je suis juste un peu le passager en plus, quoi. Oui. Bon, voilà, après, c'est des débats éthiques qu'on peut avoir. Mais voilà, le cargo, quand même, il reste moins polluant que de prendre l'avion individuellement. Faut savoir quand même que de toute façon, je pense que tu le diras, mais un aller-retour aux Amériques, c'est 1,7, 1,8 tonnes, je crois, de mémoire. Alors, ça dépend si on va... Alors, pour un Paris-New York, par exemple, c'est un peu la référence. Je crois que c'est 1,7, 1,8. Quand on sait qu'il faut avoir 2 tonnes par an. Oui, on fait un aller-retour et c'est fini. C'est ça, on a cramé notre budget. Donc, bon, ça veut dire qu'il faut bien économiser à côté. C'est pas trop la norme. Après, voilà, du coup, pour revenir à ce que je disais, en gros, donc, effectivement, pour le voilier, quand on choisit l'option voilier, là, oui, il y a 2 grandes stratégies. Il y a la stratégie d'aller sur les pontons. Donc, ça s'appelle vraiment faire les pontons. Nous, on a découvert cette expression, c'est assez marrant. Donc, c'est, voilà, tu vas sur les pontons, tu marches, tu guettes un peu les pavillons français ou anglais, enfin, en tout cas, les gens avec qui tu vas pouvoir interagir. Et après, tu demandes, voilà, vous allez où, vous avez besoin de quelqu'un et tout. Et souvent, c'est un milieu, nous, on s'est rendu compte, même si les gens, ils n'ont pas besoin de toi, ils vont t'aiguiller, quoi. Il y a une sorte, en tout cas, nous, dans ce on l'a perçu comme ça, il y a une forme de solidarité quand même dans le monde de la voile. C'est un milieu plutôt accueillant et ouvert, donc faut pas avoir peur d'aller voir les gens, ça les dérange pas. C'est même assez courant, en fait. Bon, peut-être pas pour une transatlantique, mais en tout cas, pour des petits trajets, c'est assez courant. Et après, l'autre option, là, c'est de faire plein d'annonces sur les groupes Facebook. C'est pareil, on s'est rendu compte, il y en a des dizaines des groupes Facebook. T'en as qui sont localisés, c'est les marins, les voiliers, les voileux aux Antilles. T'en as où c'est en France. T'en as, c'est des forums anglophones. Enfin, c'est vraiment très, très divers. Là, faut pas hésiter à envoyer des annonces et tout. Il y a aussi le site spécialisé, la Bourse aux équipiers. Il y a d'autres sites spécialisés, mais qui sont plus pour la communauté anglophone. Je les connais moins bien. Je sais qu'ils existent. Globalement, c'est pas le plus compliqué de trouver un bateau. Non, après, voilà, faut garder quand même il y a quelques précautions à prendre. C'est-à-dire qu'il faut
bien comprendre la destination qu'on veut faire. Faut savoir qu'à la voile, il y a des contraintes météo, il y a des contraintes de temps. Pour les transatlantiques, il y a la saison des cyclones. Typiquement, la saison des cyclones, c'est août, octobre. Ouais, août, octobre, novembre. À cette saison-là, il y a très très peu de voiliers qui partent. Et d'ailleurs, les voiliers qui partent, vaut mieux pas y aller, quoi. Enfin, c'est pas des bons plans. Et donc là, ça sert à rien d'arriver en septembre en disant ah, j'aimerais partir des Canaries pour les Antilles. Bon, il y aura zéro réponse. Dans le sens Europe vers les Amériques, ça commence par exemple à partir de novembre, décembre. De la même façon, nous, dans notre cas, pour le retour, on avait identifié que la période de départ, c'était avril, mai, juin, dernier délai. Et c'est pour ça qu'on a fait des annonces à ce moment-là, enfin un peu avant. Et là, tout de suite, il y a eu du répondant. Donc c'est facile, mais il y a quand même 2-3 règles de base à respecter. Et puis c'est toujours pareil, on arrive dans un milieu qu'on ne connaît pas vraiment. Si on arrive avec la phrase de celui qui connaît vraiment rien, ça la fout un peu mal, quoi. C'est pas l'idéal pour se faire recruter sur un bateau. Oui, on peut être sans expérience, mais il faut quand même avant s'être renseigné, j'imagine, un minimum. C'est ça. Voilà, faut se renseigner un minimum. Après, voilà, c'est pareil, il y a des ports de départ. Par exemple, pour faire la transat d'Europe vers l'Amérique, port de départ, ça va être les Canaries, Cap-Vert. Là, c'est sûr qu'il y aura du monde. Donc voilà, plutôt viser les groupes qui sont liés à cette zone géographique. Ou alors, dans son annonce, bien préciser qu'on peut être à cet endroit. Par exemple, dire, voilà, moi, je pars de Méditerranée et je veux aller aux États-Unis. Enfin, ça se fait, hein, mais ça va être compliqué. C'est pas les bateaux, souvent, ils font ça par plusieurs étapes. T'en as en Méditerranée qui vont aller aux Canaries, puis des Canaries au Cap-Vert, puis du Cap-Vert aux Antilles. Donc c'est pour ça, faut regarder un peu. C'est facile, faut chercher les routes maritimes, regarder un peu, et puis bon. Puis après, ça rentre. Je pense aussi, ce qu'il faut faire, faut pas oublier quand même que tu te fais un peu recruter sur un bateau. C'est-à-dire que les propriétaires de bateaux, que ça soit des professionnels, c'est-à-dire des gens qui convoient des bateaux d'un point à un autre, qui sont rémunérés pour ça, ou alors des plaisanciers, donc des gens qui ont leur propre bateau, qui vivent dessus et qui veulent le déplacer d'un point A à un point B. Tous ces gens-là, ils ont besoin de ce qu'on appelle des équipiers. Les équipiers, c'est quoi ? Ça va être des petites mains. On va être bon à tout faire sur le bateau. Donc ça va être l'entretien du bateau, la cuisine, les tâches ménagères, entre guillemets, et surtout les tâches liées à la navigation. La tâche principale, c'est ce qui s'appelle faire l'écart. Faire l'écart, c'est une expression, ça veut dire être sur le pont pendant que le reste de l'équipage se repose, ou en tout cas est moins attentif. Tu es sur le pont et c'est toi qui dois vérifier que la trajectoire est bonne, que la météo reste bonne, que les voiles sont bien réglées par rapport au vent et qu'il n'y a pas de problème. Globalement, ton travail, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de problème. Généralement, le capitaine, il te dit voilà, le cap, c'est ça, faut faire attention à ça, ça et ça. Toi, tu vérifies que tout va bien et ton travail s'arrête là. C'est un travail de veille. Et en fait, plus il y a d'équipiers qui vont faire l'écart, plus il va y avoir du temps de sommeil pour le reste de l'équipage. Donc, c'est vraiment pas, faut pas se dire je vais arriver sur le bateau et je vais gêner. Non, au contraire, les gens ils sont plutôt contents d'avoir des propositions. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait 3 fois le tour du monde, quoi. C'est vraiment c'est assez basique. T'es accompagné, le capitaine il te laissera jamais avoir son bateau, enfin faire des manœuvres tout seul. Donc, faut pas avoir peur d'avoir une trop forte responsabilité. Il y a une responsabilité, c'est vrai. Faut être attentif, faut pas s'endormir en plein milieu de son quart et tout. Mais il n'y a pas un savoir technique très très fort. Un minimum, mais pas plus pour que ça reste accessible quand même à tout le monde. C'est ça, pour moi le plus important, c'est de comprendre un peu de quoi on va te parler, donc apprendre les bases des bases du vocabulaire. Il y a une question que tu me posais, là, mais bon, le vocabulaire maritime, j'ai l'impression qu'on en apprend tous les jours. Il est tellement immense, c'est un vrai langage à part. Donc ça sert à rien de se taper un dictionnaire du langage maritime, ça va pas aider. Mais par contre, comprendre à peu près de quoi on parle, voilà, les différentes voiles, quels sont leurs noms, à quoi elles vont servir, le langage vraiment de base, par exemple, border une voile, ça veut dire la resserrer, choquer une voile, c'est lui donner plus d'amplitude. Ça, c'est des mots qui vont revenir tout le temps. Ça, c'est vrai que les connaître un peu avant d'aller rencontrer les gens, ça peut montrer, déjà ça montre une certaine motivation et ça montre quand même que tu sais à peu près sur quoi tu mets les pieds. Voilà. Et après, une autre chose aussi, ne pas être trop sensible au mal de mer. Ça, c'est quelque chose qui revenait beaucoup dans les demandes. C'est une grosse inquiétude. Il faut savoir qu'dans l'océan, tout le monde a plus ou moins le mal de mer. C'est un peu inévitable au début.
Mais il y a des gens qui sont vraiment malades, qui le craignent, qui peuvent être malades pendant 15 jours, ça existe. Donc si on est dans ce cas-là, bon, le bateau stop, c'est peut-être pas fait pour soi, quoi. Ou alors, il faut prendre des médocs. C'est une autre logistique. Il faut être conscient de ça. Oui, ça c'est une question que je voulais te poser, le mal de mer. Par exemple, si on n'a jamais fait de bateau, forcément, on peut pas savoir qu'on a le mal de mer. Oui, bien sûr. Oui, c'est tout le problème. Oui. Je pense qu'il y a des indicateurs. Déjà, si on a le mal des transports, si on a un mal des transports sévère, il y a de fortes chances qu'on ait le mal de mer. Et deuxièmement, c'est pour ça que moi je conseille, et c'est ce qu'on a fait, de naviguer un peu avant avec les gens qu'on va rencontrer. En tout cas, pour des traversées longues, c'est bien de faire des petites navigations à la journée et tu vas très vite voir comment ton organisme y réagit. Sachant que c'est normal à un moment donné d'être malade pendant quelques heures et tout. Mais si c'est trop sévère, oui, ça risque juste d'être encombrant pour tout le monde sur le bateau. Tu vas être là, tu vas pas pouvoir faire tes missions, entre guillemets. Ça, c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas l'idéal. La question du mal de mer, il faut être un peu conscient de comment on réagit. Connaître un minimum ce que c'est qu'un bateau, comment c'est fait, vite fait le vocabulaire, et savoir surtout les destinations, les routes maritimes. Avoir vraiment des éléments de base sur ces questions-là. Et après, c'est aller à la rencontre, proposer de boire un verre, discuter. Il faut aussi qu'avec la personnalité du reste de l'équipage, ça fonctionne. Il n'y a pas de question de diplôme ou de brevet ou de je sais pas quoi. La plupart des gens qui font du bateau stop, quand ils ont commencé, ils savaient pas quoi. Et d'ailleurs, nous, on avait quasiment rien fait. Et tu parlais de rencontrer un petit peu les gens avec qui on va faire la traversée, mais c'est vrai que ça dure longtemps quand même. Et tu vis sur un espace hyper restreint avec toujours les mêmes personnes. Je voulais savoir comment un peu tu avais géré ça. Et puis l'ennui aussi, peut-être, vraiment concrètement, une fois sur place, comment ça se passe? Alors déjà, il faut savoir que nous, le bateau sur lequel on est monté, c'est un 42 pieds, donc ça veut dire quasiment 13 mètres. Alors 13 mètres, ça peut paraître grand comme ça, de dire 13 mètres et tout. Bon, quand on est dedans, c'est un espace très restreint. Nous, on avait quand même la chance d'avoir un catamaran. Donc un catamaran, il y a une plage, ce qu'on appelle une plage arrière. C'est un espace entre les deux flotteurs, où on peut mettre une table, on a un petit lieu de vie à l'extérieur. Dans un monocoque, ça n'existe pas. Déjà, nous, on avait de la chance. Et pourtant, c'est effectivement un espace très, très restreint. Hormis ta petite cabine, il n'y a pas d'espace d'intimité. Tu es toujours exposé aux discussions du reste de l'équipage. Tout se fait en collectivité. Le repas se prépare ensemble. Il faut savoir gérer ça, il faut se connaître. À la fois aimer la solitude parce que tu es coupé de tes amis, tu es coupé de ta famille, tu es coupé de plein de gens. Mais il faut aussi savoir gérer les relations sociales parce que tu es H24 avec les mêmes personnes. Donc c'est un peu bizarre la voile. C'est un peu une expérience contradictoire où tu es à la fois seul au milieu de l'océan, tu n'as pas tes repères, tes amis et tout. Tu peux avoir un téléphone satellite, donc tu as un petit lien avec la Terre, mais tu n'envoies pas 50 messages par jour, quoi. Et en même temps, il faut savoir gérer la promiscuité. Donc c'est assez complexe. Après, moi en tout cas, je m'en suis rendu compte assez vite, je me suis fait à la vie sur le bateau. C'est-à-dire qu'au bout de 48 heures, je m'étais fait à l'environnement, quoi. J'avais pas... Moi, je m'attendais au début à être un peu en stress, justement, à avoir ce sentiment un peu de panique au milieu de l'océan. Et en fait, non, on s'y fait... On arrive à se recréer un quotidien sur le bateau, avec les contraintes du bateau. Moi, j'avais ma routine, entre guillemets. Je passais des heures à lire, je passais des heures à écouter des podcasts. Le rythme de faire ses quarts, ça te rythme. Franchement, ça passe relativement vite, quoi. Il y a aussi des moments en collectivité, du coup, comme les repas ou quoi, qui sont vachement importants. Ça, c'est bien de les faire ensemble. Ça donne du rythme à la journée, encore une fois. Mais le pendant de ça, c'est aussi qu'il faut aimer les activités un peu intellectuelles et solitaires, la lecture, ou regarder des films ou des choses comme ça. Il y a des choses qu'on peut pas faire sur un bateau. Tu peux pas faire de sport, ou alors c'est très, très contraignant. Un bateau, ça bouge tout le temps. Puis t'as pas d'espace. Donc, à part faire... je sais pas moi, il y a du yoga ou des trucs comme ça, bon, et c'est pas très pratique, quoi. Donc le sport, faut un peu le laisser de côté, faut aimer être dans sa bulle, être perdu dans ses pensées, faut être prêt à ça. En tout cas, moi, pour ma traversée, parce que c'est 15 jours de traversée. Pour une petite traversée, ces questions-là, elles se posent pas vraiment, je pense. Quand t'as 1 ou 2 jours, tu t'y fais vite. Et pareil, la question de la promiscuité, bon, elle se fait en 2 jours, franchement, faut vraiment tomber avec des gens qui sont odieux pour pas les supporter, quoi. Enfin, je pense. Oui, c'est sûr, si on va aller en Corse, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus simple. Oui, globalement, tout est plus simple. Dès qu'on fait les plus petites distances, toutes ces questions-là deviennent beaucoup plus simples. Et même les angoisses qu'on peut avoir, bon,
vas stresser pendant quelques heures en te disant qu'est-ce que je fais là, puis bon, au final, très vite, t'es à nouveau sur Terre. Donc non, il n'y a pas trop de, pas trop de stress à avoir. Je m'imagine sur un tout petit bateau en plein milieu de l'océan Atlantique. Rien que cette pensée m'angoisse. Et je vais m'imaginer comment je vais faire si à un moment il y a une tempête ou des vagues très fortes. Enfin, ça me met pas bien forcément comme pensée, mais des fois il y a des trucs comme ça et en fait une fois qu'on y est, bon bah ça va. Je sais pas trop comment t'as réagi sur ça. Et moi c'est un peu pareil. Au début t'as l'idée d'être seul au milieu de l'océan, elle a forcément quelque chose d'angoissant parce que du coup il y a ce côté perte de repère. Et c'est vrai que quand tu y es, tu as cette sensation de perte de repère, c'est normal. Mais moi, je l'ai bien vécu. C'est-à-dire que cette perte de repère, elle te force à lâcher prise. C'est-à-dire que tu maîtrises pas grand-chose sur un bateau. Tu es tributaire du vent, tu es tributaire de la météo qui change. Tu peux pas aller plus vite, c'est juste physiquement pas possible. Et puis s'il n'y a pas de vent, eh ben voilà, il n'y a pas de vent. Et en fait, ça, une fois que tu en prends conscience, une fois que tu le vis, ça peut avoir un côté apaisant parce que justement, tu lâches prise. Tu te dis, ah ben de toute façon, c'est pas grave, quoi. J'arriverai quand j'arriverai et ben il y a un changement de météo, et ben je m'adapte. C'est pas de problème, j'adapte mes voiles. T'as peu de choses à gérer au final. Tu dois t'adapter à la météo, aux éléments naturels, et ça s'arrête là. Donc tout ça, quand on compare à notre quotidien où on est toujours en train, enfin moi j'imagine une journée de travail lambda, t'as toujours une multitude de choses à gérer, des imprévus, la question des transports pour aller au travail, repartir. Enfin, nous, dans notre quotidien, on est sous pression en permanence. Tout va extrêmement vite. On a un flot d'informations continu qui est anxiogène aussi, je trouve. C'est une déformation professionnelle vu que je suis journaliste, mais moi, je trouve qu'il y a un côté angoissant au quotidien, sans dire que ça va pas. Hein, mais voilà, en tout cas, moi, alors que quand tu es sur un bateau, eh ben, tout ça disparaît. Tu t'adaptes aux éléments naturels, tu te fonds dans tu te fonds dans le cycle naturel. Et voilà. Après, il faut mettre 2-3 nuances à ce que je viens de dire. Premièrement, je ne suis pas le capitaine sur le bateau. Moi, je risque rien. Hein. Pas grand-chose en tout cas. C'est-à-dire que s'il y a un problème à un moment, c'est pas mon bateau, c'est pas moi qui vais devoir mettre des frais. Enfin, moi, j'ai pas ce stress de perdre mon logement, hein, parce que pour la plupart des gens qui font des transats et tout, c'est qu'ils vivent dans leur bateau. Donc, ça peut être angoissant de leur point de vue, mais moi, du mien, comme tous les bateaux stoppeurs, j'ai pas de stress, quoi. Et deuxièmement, on a eu des conditions météo qui étaient effectivement assez favorables. C'est-à-dire que les rares fois, il y a eu 2-3 nuits où ça a vraiment bougé, le bateau, parce qu'on avait un vent plus fort que d'habitude, et surtout le vent était, de face. Donc de face, ça veut dire qu'il vient taper le bateau, comme si tu allais à contre-courant, entre guillemets. Et donc du coup, le bateau tape, et c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire que tu n'avances pas, hein. Il y a justement plein de techniques de navigation pour pouvoir avancer dans ces conditions-là, mais c'est une navigation qui est beaucoup moins confortable. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments, notamment la nuit, tu te réveilles, tu fais « Ah ouais, qu'est-ce qui se passe là? Le bateau est en train de bouger », ça peut avoir un côté stressant. Bon, très vite, tu sors, tu regardes ta vitesse, tu regardes la météo et tu te rends compte qu'en fait, bon, ça va. Tout ça, il n'y a pas de raison de paniquer, quoi. Mais psychologiquement, c'est vrai que des fois, l'océan se rappelle à toi et tu peux avoir des coups de stress. Je pense qu'une personne qui est vraiment anxiogène, qui a besoin de tout contrôler, c'est sûr que commencer par une transat, c'est aller tout droit vers un traumatisme, hein. Ça c'est sûr. Mais par contre, faire des petites navigations, se rend compte que voilà, on peut pas tout maîtriser, que des fois, il faut lâcher prise et que c'est pas si mal. Enfin, moi, je trouve que c'est une expérience qui est assez positive. En tout cas, moi, je l'ai bien vécu, mais encore une fois, c'est mon ressenti, mais moi, je l'ai bien vécu. C'est une question qu'on se pose, que tout le monde se pose avant de monter sur un bateau. On peut pas y échapper à cette question. Il y a plein de gens qui cherchent des équipiers pour aller de Toulon en Corse, pour aller de je sais pas où aux Baléares, Sardaigne. Puis la Méditerranée est une mer qui s'anticipe plus facilement. Les marins, ils disent soit c'est conditions parfaites, donc un bon vent, mais pas trop, vraiment trop bien, soit c'est la tempête. Mais du coup, comme c'est tout là, c'est facile d'anticiper. Il faut juste regarder sa météo et tu vas savoir. Alors que l'océan Atlantique, ça change beaucoup plus rapidement. Et du coup, tout ça pour dire que oui, il y a des trajets en Méditerranée qui se font commencer, qui peuvent être bien.
Il y a aussi les îles anglo-normandes, les îles du Ponant en Bretagne. Tout ça, c'est des coins où il y a beaucoup de navigateurs, il y a une culture de la voile, et c'est des gens qui cherchent. En tout cas, nous, on en voit des annonces passer assez régulièrement. De la même façon que nous, dans les Antilles, on a fait de la navigation inter-île au début. C'est sûr que si on se lance direct, il suffit d'être un peu angoissé sur ces questions-là et ça va pas bien se passer. Et d'ailleurs, des récits de gens chez qui ça se passe mal, ça existe aussi, il faut pas le nier. Ça existe. Je sais pas s'il y en a un plus fréquent que l'autre ou pas. Il faut vraiment beaucoup y réfléchir, je pense. Faut se connaître. Faut pas partir comme ça à la légère. Ça risque d'être compliqué, quoi. C'est bien de le préciser parce que c'est vrai que souvent quand on va lire des témoignages ou qu'on va chercher à se renseigner sur le sujet, on va voir quasiment que le positif et on va pouvoir avoir tendance à se dire trop bien, ça a l'air facile, ça va tout le temps se passer bien. Donc c'est bien d'avoir un discours un peu plus nuancé. Ben oui, c'est ça. Et puis même, moi, il y a une grosse nuance aussi. Quand on va dans le monde de la voile, on s'en rend compte assez vite. C'est pour les femmes qui veulent faire ça. Il faut aussi redoubler de vigilance. Dans la voile, il ne faut pas oublier, voilà, tu es dans un équipage, il n'y a pas de solution de sortie, quoi. Donc il faut bien connaître les gens avec qui tu montes et notamment les mecs. Et il y a toute une nouvelle génération, on va dire, de femmes qui font de la voile, qui ont dénoncé les comportements, harcèlement, etc., voire plus, et qui ont monté des groupes, justement, de co-navigation, de bateau stop, en fait. J'en ai entendu parler. Ouais, voilà. Je crois que c'est en anglais, ça s'appelle Sailing Woman, quelque chose comme ça. Des histoires voilà, de capitaines lourds où ça devient invivable parce que le mec, c'est un gros lourd, quoi. Il y en a. Ça fait partie aussi... Comme dans toutes les strates de la société, la voile n'y échappe pas, donc redoubler de vigilance. C'est bon à savoir quand même. Ouais, voilà, c'est un petit avertissement. Et j'avais une question, ça a plutôt de rapport, mais c'est une question argent, parce que donc le stop en voiture, le principe c'est que c'est gratuit. Et je me demandais si c'était pareil ou si quand même voilà, il y avait une petite contribution à faire et à combien ça pouvait revenir pour une transatlantique par exemple. Voilà. L'usage veut qu'il y ait ce qu'on appelle la caisse de bord. Donc en gros, c'est une contribution à la fois aux frais de nourriture, parce que forcément, là, c'est pas un trajet en voiture, quoi. C'est un trajet où tu as des nuits, tu vas avoir plusieurs repas, donc c'est normal de contribuer à sa nourriture. Et il y a aussi ce qu'on appelle les frais de port. C'est en gros la taxe que les bateaux payent pour pouvoir rester dans un port. Que tu sois vraiment attelé au port ou ce qu'on appelle le mouillage, c'est-à-dire un peu plus loin, il y a une taxe à payer. Et ça, forcément, dans ton lieu de départ et d'arrivée, comme tu vas dormir sur le bateau, c'est pareil, c'est normal que tu participes à ça. Et enfin, il y a un troisième coût qui n'est pas le plus écolo du monde, mais il y a quand même un moteur sur un voilier. Et des fois, sur 1 heure ou 2, voire plus, des fois, tu vas utiliser le moteur pour rejoindre ce qu'on appelle un couloir de vent. Donc ça, c'est dans les cas où il y a vraiment zéro vent. Plutôt que de rester bloqué pendant des jours et des jours, tu vas utiliser ton moteur pendant quelques heures pour rejoindre une direction et de là, pouvoir remettre les voiles. Et donc ça, évidemment, ça a un coût d'essence. Donc ça, c'est les 3 coûts qui sont intégrés dans la caisse de bord. Et normalement, en tout cas, l'usage veut que le cofinancement s'arrête là. Après, il y a toujours des skippers et tout qui peuvent demander une contribution en plus. Bon, ça se négocie et tout. Nous, dans notre cas, on n'avait pas ça, c'était juste les frais. Et c'était à 15 € par jour. Et en fait, quand on compare 15 € par jour, ça va, quoi. Ça fait une traversée à... On avait payé 330, je crois, de mémoire. Parce qu'on avait un peu... Du coup, il y a la navigation plus ce qu'on a fait entre les îles au début. Et 330 €, quand on compare un billet d'avion, on est quand même en dessous. Si on fait vraiment... Même si ça n'a pas trop de sens de comparer 15 jours face à 8 heures. Mais voilà, c'est pas hors de prix, hein, loin de là. Le deuxième bateau qu'on a pris, eux, ils n'ont pas voulu nous faire payer. Nous, on a proposé de participer à la caisse de bord, ça nous paraissait normal. Ils ont dit non, on ne fait pas participer, on n'a pas besoin d'argent. Si vous nous aidez, vous nous aidez pour l'écart, on estime que c'est suffisant. Donc là, on l'a eu comme du vrai stop. Tout ça va dépendre en fait des gens, mais voilà, l'usage veut globalement qu'il y ait une petite caisse de bord, une modeste contribution pour essentiellement la nourriture et les ports et le gasoil. Et après, si on va sur les cargos et tout, là, ça peut être beaucoup. Soit on se fait employer, là c'est encore une autre logistique.
Sinon, payer sa place sur un cargo, nous, on avait regardé, c'était à des milliers d'euros, quoi. C'était hors de prix. On est plus cher que l'avion pour le coup. Ah oui, là, c'était... Mais parce qu'il y avait aussi le côté, on vous fait vivre une expérience sur l'eau et tout. Bon. Oui, il y a un truc très capitalisé. Il y avait du marketing derrière. Et moins convivial que Oui. rejoindre un voilier. Effectivement, la logique qu'il y a derrière, il y a une logique mercantile. Là où dans le bateau stop, le voilier stop, on va dire, c'est plutôt un échange de services. Puis il y a une question de dignité aussi. Je trouve ça bien, moi, en tant qu'équipier, de participer, de pas justement comme ça. Tu te dis, je suis pas le passager clandestin. Ça renforce un peu le sentiment de légitimité à être sur un bateau. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai perçu comme ça. Ça m'aurait gêné. D'ailleurs, ça m'a gêné sur le second voilier de pas participer. Ouais, j'essaye de réfléchir et je pense que je me sentirais beaucoup mieux de payer un petit peu que... C'est ça, ouais. Après, il faut pas le faire pour les économies, hein, parce que c'est pas le bon plan. Ne serait-ce que, déjà, tu choisis rarement ton port de départ, d'arrivée. Enfin, tu peux avoir une vague idée d'où tu vas débarquer, mais avec les vents et tout, ça change tellement souvent. Par exemple, nous, on avait prévu d'arriver au large du Portugal. On arrivait à Gibraltar. Alors, en soi, c'est à côté, c'est pas loin. Si vraiment tu as une destination précise, tu vas devoir à un moment donné après avoir un autre moyen de transport, prendre un train ou une voiture ou j'en sais rien. C'est tellement contraignant les ports de départ et d'arrivée qu'il ne faut pas se dire c'est plus économique que l'avion. C'est plus écologique ça à 300%, quoi, mais c'est pas du tout plus économique. Ah oui, ça je savais pas. Du coup, oui, vous êtes arrivé à Gibraltar, mais du coup, vous n'aviez pas réservé votre trajet pour rentrer en France. Et vous avez dû le prendre au dernier moment. C'est ça. Après, nous, voilà, on était dans une logique où on n'avait pas de contraintes, pas de contraintes de temps, d'argent, ça allait, quoi. Donc oui, peu importe, nous, on allait débarquer, on pouvait s'arranger. Par exemple, si l'objectif, c'est d'aller en Guadeloupe en bateau, il y a de fortes chances que le débarquement, il ne se fasse pas en Guadeloupe, mais qu'il se fasse sur une autre île. Alors après, soit tu reprends le bateau et tu vas sur la bonne île. Sinon, si tu veux vraiment aller à ton point d'arrivée relativement rapidement, tu vas devoir prendre autre chose, quoi. Prendre un ferry qui est plus rapide, plus direct, prendre un avion. Ça casse tous les efforts. Oui, si tu prends l'avion, c'est un peu idiot, mais ça casse tous les efforts, donc c'est pour ça. Non, le bateau stop, ça, faut quand même le réserver. Faut quand même être dans une logique où tu as du temps. D'ailleurs, j'avais un peu prévu, c'était un peu le message que je voulais dire quand tu me mettais un message pour la fin ou quoi. Enfin, moi, je pense que c'est un truc qui est vachement important à signaler. C'est aujourd'hui, le bateau stop, c'est pas, le voyage en voilier, c'est pas vraiment une alternative. C'est pas ça. C'est un privilège. C'est un privilège de gens qui ont le temps. Quand même, voilà, quand on est dans un CDI où c'est compliqué pour poser ses congés, on n'est pas forcément des bons rapports avec son employeur, donc la mise en disponibilité compliquée, tout ça. Enfin, et même, de toute façon, il y a plein de gens qui ne peuvent pas se permettre de se mettre en disponibilité parce qu'ils ont besoin d'argent. Enfin, c'est vraiment... faut vraiment être dans une situation très particulière pour pouvoir faire du bateau stop. Nous, on est indépendants, on peut travailler en parallèle, on n'a pas besoin d'être assigné à un lieu fixe. Donc, on avait cette possibilité, quoi. Justement, la question, c'est comment on repense notre système économique pour libérer du temps aux gens et leur permettre, peut-être, à n'importe qui de pouvoir faire une fois dans sa vie un voyage au long cours, comme ça, en prenant décarboné et tout. Mais ça demande de repenser notre système économique, ça demande de repenser notre rapport au temps, nos contraintes. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Ça reste compliqué de faire du bateau stop, quoi. Mon entreprise, Flokao, c'est ce qu'on essaye de faire. Il nous donne à peu près un mois, un peu plus, pour pouvoir voyager et travailler en télétravail si on a envie. Donc là, il y en a par exemple qui sont allés en Norvège en train. Donc ça leur a pris 6 jours aller-retour. Et c'est trop bien. Mais bon, ça reste quand même exceptionnel. Ils ont pu le faire parce que ils ont pu travailler dans le train, ils ont pu travailler là-bas. On nous a donné une aide financière aussi, donc forcément ça aide. Mais oui, pour une personne lambda, pas facile. C'est ça, et puis il faut avoir... il y a aussi une question, c'est faut avoir l'énergie, quoi. Il faut avoir l'énergie d'aller faire cette démarche, d'aller rencontrer les gens, de passer quand même plusieurs jours sur un bateau. C'est fatigant la vie sur un bateau, même s'il n'y a pas, on pourrait se dire, il n'y a pas un milliard de choses à faire, c'est vrai. Mais physiquement, le roulis permanent, le fait d'être sur... Tout ça fait... tu fais pas des nuits incroyables, hein. C'est rare de faire une nuit de 8 heures. Hein. C'est très très rare. Donc, faut avoir l'énergie. Et souvent, quand tu as un travail qui est prenant physiquement, voilà, tu fais les 35 heures à l'usine, les 3-8, je suis pas sûr que quand tu arrives en vacances, tu aies l'énergie d'aller faire du voilier, quoi. Donc non, il y a vraiment c'est vraiment un privilège aujourd'hui. Et
Et je pense que c'est aussi ça qu'il faut dire, quoi. C'est une expérience qui est merveilleuse. Vraiment, c'est une expérience merveilleuse, qui est écologique, qui correspond à... En tout cas, c'est une façon de découvrir le monde tout en respectant l'environnement, tout en ne cramant pas des litres et des litres de pétrole, quoi. Mais aujourd'hui, ça reste un privilège d'une minorité dont je fais partie, quoi. Mais il faut en avoir conscience aussi. Ouais, bah c'est pas mal comme message à faire passer, je pense, pour la fin. Et je vais te demander, est-ce que tu as d'autres projets de bateau stop C'est ce que je me disais avec ma compagne quand on est rentré. C'est maintenant, d'un commun accord, on s'est un peu dit maintenant, chaque fois qu'on va partir, on va regarder ça en priorité, quoi. Et c'est vrai que ça va être un réflexe, je pense. Maintenant, moi, si j'ai des projets de voyage, je vais regarder s'il y a une route maritime qui se fait, à quelle époque. Enfin, voilà, je vais essayer de penser le truc. Après, en projet à court terme, il y a de fortes chances que je revienne en Guyane pour le travail, pour y rester au moins 1 an, et j'aimerais bien, moi, le faire en bateau. Donc là, ça serait plutôt un départ pour janvier-février. Ça serait un départ des Canaries. Canaries, Cap-Vert, Brésil. En tout cas, ça, c'est la ligne maritime qui existe. Et après, du Brésil, essayer de voir comment rejoindre la Guyane. Ça peut être très très chouette. Ouais. Et est-ce que, j'aime bien poser cette question, est-ce que tu as des recommandations à donner aux auditeurs, des œuvres ou des personnalités ou des personnes qui t'ont inspiré, qui parlent de bateau stop ou de navigation, qui sont sympas à découvrir? Sur le bateau stop, j'ai pas tant d'exemples en fait. Je sais que ça existe, des bouquins sur le bateau stop. Je sais que dans le monde un peu du voyage, les gens en parlent. Après, moi, ce qui m'a plutôt donné envie, c'est les livres sur la voile, les navigateurs qui font de la voile. Donc, ça répond pas vraiment à ta question. Mais c'est par exemple des écrivains. Il y a un gars qui s'appelle Bernard Moitessier, il est décédé maintenant, et c'était un navigateur dans les années 60-70. Il faisait partie des premiers écolos, quoi. Vraiment, il avait un engagement écolo à fond. Et lui, il est parti, c'est le premier à avoir fait un tour du monde en solitaire à la voile. Quand il le raconte dans son livre, il y a vraiment cette idée de reconnexion avec la nature, de vivre au rythme des éléments, ce côté lâcher prise. Enfin, toutes les expériences moi, que j'ai ressenties à ma petite échelle, lui, il la vit pendant plus d'1 an, je crois. Son livre, ça s'appelle La Longue Route. Et moi, c'est en lisant ce livre, c'est pas en lisant ce livre que je me suis dit, je vais absolument faire du bateau. Mais par contre, j'avais déjà ce projet de faire du bateau stop, j'ai lu ce livre et c'est vrai que ça m'a encore plus donné envie d'aller au bout du projet, quoi. De dire, je veux vivre ces expériences-là. Et ça, des livres de navigateurs, il y en a plein. Et franchement, c'est un horizon, ça t'ouvre un horizon qui est incroyable. Ouais, c'est un nouvel univers à découvrir, un peu infini. Ça rend humble. Moi, je trouve que ça rend humble d'être sur l'eau, vraiment, t'es petit. Puis c'est marrant, aujourd'hui, je veux dire, l'homme veut tout contrôler partout. Je veux dire, même au moment où la planète écrame, on cherche à toujours sécuriser toujours plus des approvisionnements de métaux. C'est vraiment les questions qui se posent aujourd'hui. En sécuriser notre indépendance énergétique et tout. On veut tout maîtriser notre environnement, même si aujourd'hui on veut le faire de façon un peu plus verte, ou en tout cas dans les discours. Et du coup, des fois, ça fait du bien de sortir un peu de ça et de te dire, la nature quand même, elle est pas si facilement contrôlable. C'est bien, ça ouvre l'horizon d'avoir ces réflexions-là. Je sais pas si c'est très bien dit. Mais... Ouais, j'ai compris, oui. Et puis ça fait une coupure, comme on disait tout à l'heure, une coupure avec le monde, la vie quotidienne, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, moi, je sais que ça provoque des réflexions sympathiques. Donc ouais, j'encourage tout le monde à faire une fois dans sa... Enfin voilà, tenter le coup une fois dans sa vie. Ce qui est bien, c'est quand on est, quand on est à notre âge, dès que tu sors d'études, souvent c'est un peu le grand flou, je sais pas, tu te lances. Dans ces moments-là, généralement, c'est possible. Ou alors, après avoir économisé, parce que ça coûte cher de voyager quand même. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a presque donné envie de partir en bateau stop. Au début de l'épisode, je demandais qu'est-ce que le bateau stop, à qui ça s'adresse, comment trouver un bateau, combien ça coûte, globalement, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur un bateau au beau milieu de l'océan Atlantique. Enzo a pu répondre à toutes ces questions. Et si on résume, le bateau stop, c'est une pratique écologique, mais aussi sociale, introspective,
Alors Enzo et sa compagne ont opté pour le voilier, mais il est aussi possible, comme on le disait, d'embarquer sur des cargos. Donc je vous mettrai en description ce dont on a parlé pendant le podcast. Et si vous voulez lire l'article d'Enzo, je vous le mets aussi en description. C'est un très très bel article qui résume parfaitement tout ce dont on a parlé pendant le podcast. Je vous mettrai aussi le lien de Women for Sea, qui est l'association dont on parlait aussi, qui regroupe une communauté de femmes engagées pour la mer. Et voilà, en tout cas, je suis ravie de vous avoir fait découvrir, si vous ne le connaissiez pas, cette façon de voyager un petit peu atypique et puis surtout super écologique. Et je vous dis à dans 2 semaines pour de nouvelles aventures. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Et si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes restés jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, à dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.